Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Et on commence la journée avec le café musical de François Mardy-Rossian. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation. Alors François, vous êtes musicien, vous vous décrivez comme un pianiste chineur, vous êtes fondateur du collectif Superspective. Vous participez ce soir à la soirée Foudre dans tous ses états au Palais de la Mutualité et demain vous proposerez une masterclass nommée Les musiques du désastre à 14h15 ici au Collège Truffaut. On va passer 20 minutes ensemble pour échanger autour des choix musicaux que vous nous avez transmis. Mais d'abord, avant toute chose, je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement être un pianiste chineur ? Qu'est-ce qu'on chine quand on est pianiste ? Où est-ce qu'on découvre ? Comment on le fait, François Mardy-Rossian ? J'ai utilisé le mot chineur pour la biographie du Festival Anthropocène. Je l'utilise pas tout le temps non plus, mais ça m'a fait marrer de l'utiliser dans le sens où quelque temps auparavant, j'ai fait une autre émission de radio où l'émission de radio consiste le titre c'est un verbe, et le verbe qu'il avait choisi pour moi c'était chiner, parce qu'il trouvait que en fait toutes mes découvertes musicales un peu en dehors des sentiers battus, derrière les fagots, c'était le propre du chineur. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien aller dans les brocantes, que ce soit en Belgique, en Arménie, en Hongrie ou je sais pas quoi, et aller découvrir des partitions un peu oubliées et me rendre compte que ça a de la valeur, et de les mettre sous mes doigts et d'en faire des projets comme que je l'ai pu faire avec les disques. Donc pianiste chineur, je vais pas dans les magasins de partitions conventionnels, en fait. Je vais un peu ailleurs, je fais les cartons. Alors, on va attaquer cette émission avec une première écoute musicale, un choix qui a été le vôtre, c'est Gymnopédie, numéro 1 d'Erik Satie. Alors, on l'écoute et on en discute juste après. Alors, François Mardy-Rossian, on vient d'écouter cette première Gymnopédie d'Erik Satie. Première question, pourquoi ce choix et qu'est-ce que vous évoque cette Gymnopédie numéro 1 ? Je me suis dit, c'est le deuxième jour du festival, vous êtes déjà tous crevés. J'imagine que j'avais envie de vous offrir un peu une musique idéale après une nuit blanche à 14h30. Merci. Et j'en avais besoin aussi, j'avais prévu ça. Et puis c'est une musique qui me bouleverse beaucoup, dans le sens où c'est quand même... Il faut toujours se remettre dans le contexte, c'est-à-dire qu'Erik Satie est un tout jeune homme de 20 ans, il n'a pas pris des cours de piano, il n'a pas pris des cours de musique, il n'est pas allé au conservatoire.
il crève un peu la dalle à Montmartre, personne ne s'intéresse à sa musique, et dans son petit appartement, cette vieille chambre de bonne, il a un piano désaccordé, et il compose 3 pièces qui, d'une certaine façon, vont être aussi révolutionnaires que le Marteau sans maître ou le Pierrot lunaire de Schoenberg ou le Marteau sans maître de Pierre Boulez. Et pourtant, ce sont des petites pièces pour piano, très simples. Moi, je les donne souvent à des élèves, je les fais travailler parce que déjà, c'est juste trop beau. Tout le monde a envie de jouer les gymnopédies de Satie. Et pour une thématique aussi dramatique que l'Anthropocène, j'ai fait une sélection de musique un peu apaisante. En fait, je pense je pense pas que la musique a un rôle écologique, a un rôle intellectuel à jouer, mais je pense qu'elle peut avoir une forme de baume sur l'âme, sur le cœur, à plein de moments, et surtout dans un contexte pareil, en fait. C'est-à-dire l'Anthropocène, j'ai un peu travaillé ma conférence de demain, c'est effrayant, en fait. C'est effrayant, et moi, j'ai besoin de musique pour un peu m'apaiser, en fait. Et justement, en parlant du contexte et de votre conférence de demain, elle s'appelle Musique du désastre. Pourquoi un tel nom, et de quoi est-ce qu'on va en parler? On va parler, pardon. J'aimais bien déjà le titre. Après, il a fallu mettre du contenu dans le titre. Je crois que j'ai encore 1 ou 2 chapitres à écrire. Et en fait, je me suis appuyé sur la définition assez rudimentaire de l'Anthropocène, de cette proposition géologique, qui peut partir du milieu du XVIIIe siècle, comme il part parfois des années 50. Enfin, on se bat un petit peu pour savoir quand débute l'Anthropocène. Et moi, j'ai choisi une date un peu fondatrice, c'est 1784, la création de la machine à vapeur par James Watt. Et j'ai voulu un peu remonter notre temps jusqu'à aujourd'hui, de 1784 jusqu'à 2024, musicalement, et voir quel compositeur, quel même effet sonore de la nature ont eu une sorte de validation de cette proposition d'Anthropocène. Et en 1784, je me suis rendu compte, j'étais content, parce que Wolfgang Amadeus Mozart vivait encore. Il meurt en 1791, à l'âge de 36 ans, et en 84, il a une sorte de floraison musicale incroyable, où il écrit plus de 6 concertos pour piano, plusieurs opéras, des sonates, musique de chambre, et il a écrit une des plus belles pièces à mon goût, c'est le 17e concerto pour piano. Et je vais ouvrir la conférence au piano moi-même en jouant ça, parce qu'il est en do majeur, et le do majeur, c'est la tonalité, c'est que les touches blanches du piano, et il y a un côté blanche, il y a un côté tabula rasa, et je me suis dit, ouvrir l'ère de l'Anthropocène sur un côté tabula rasa, l'humain n'a pas encore totalement détruit sa planète, je pense qu'au XVIIIe siècle, ça a commencé un petit peu, c'est jamais pire que maintenant, et j'avais envie de commencer sur un terrain vierge avec Mozart, il n'y a pas mieux. Voilà. Et après je remonte le temps, et j'échelonne avec par exemple la présence d'un compositeur qui a voulu un peu... se brûler les ailes en créant une œuvre qui allait absoudre toute l'humanité entière. Bon, il n'y est pas parvenu. Et j'ai pris en écho aussi cette éruption volcanique du Krakatoa en Indonésie en 1883 qui, de mémoire d'homme, a été le bruit le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Et moi, j'y vois quelque chose de très poétique dans ce bruit, au-delà de tous les morts et des catastrophes, parce que j'ai essayé de me dire, et si j'esthétisais une éruption, je ne sais pas si j'y arriverai, mais rendez-vous demain. Voilà. C'est gratuit. Alors, votre deuxième choix musical, je ne sais pas si c'est une éruption aussi violente que celle dont vous nous parlez, c'est l'étude numéro 6 de Philip Glass. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est ma préférée, je crois, sur les 20. C'est du pur Glass dans le jus, c'est-à-dire que c'est ultra répétitif, ultra rudimentaire harmoniquement et mélodiquement. Et je sais pas, il a une sorte d'énergie incroyable où ça part dans les graves, il y a un truc vraiment, il y a le côté éruptif. Voilà. Et bien alors on écoute. Parfait. Étude numéro 6 de Philip Glass.
Alors vous faites également partie d'un collectif dénommé Superspective. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son histoire, son actualité, ce que vous y faites ? Je ne sais pas si vous m'entendez le micro. Voilà. C'est un festival de musique contemporaine qui a éclos en 2019 avec mon meilleur ami Camille Rona. Et c'est une histoire d'amitié et de musique où on a voulu mettre en valeur des musiques qui n'avaient pas trop leur place, qui n'avaient pas trouvé encore leur lieu à Lyon, c'est-à-dire les musiques contemporaines autres. Pas les musiques contemporaines qu'on peut entendre à l'IRCAM ou au GRAM ou au GMEA, je ne sais quoi, mais un peu toutes ces musiques qui sont parfois un petit peu sous-estimées, voire méprisées, comme Philippe Glass qu'on vient d'entendre, ou Ovanes qu'on entendra plus tard. Ces musiques un peu d'inspiration minimaliste. Le minimalisme, c'est un courant musical qui est né dans les années 60-70 aux États-Unis et qui, au fond, a été un geste assez provocateur et rebelle, c'est-à-dire d'aller au contre-pied des musiques contemporaines de l'époque européennes, en allant puiser leurs inspirations ailleurs qu'en Europe, mais en Orient, en Asie et même aux États-Unis. C'est-à-dire qu'un Philippe Glass, il a travaillé avec un Ravi Shankar, un Steve Reich, qui est le générique de votre émission, est allé puiser son inspiration chez les Pygmées Aka. Enfin, ce sont des gens qui ont eu une curiosité beaucoup plus importante, à mon goût, que les Européens de leur époque, et qui sont encore aujourd'hui vivants. Ils ont plus de 80 ans, bon, ils sont tous à l'EHPAD à peu près, mais on est quand même très content d'avoir ces pionniers de cette esthétique qui au fond a gagné, je trouve aussi. Elle a dû passer par des colibés, des gens qui l'a contré, qui l'a méprisé, mais aujourd'hui en 2024, c'est une musique qui plaît et on peut l'expérimenter. On l'a expérimenté à Superspective, et on va l'expérimenter bientôt dans un nouveau format parce qu'on a retrouvé un lieu qui s'appelle la Chapelle de la Trinité. Et à partir de septembre 2024, en collaboration avec le concert de l'Hôtel Dieu, on va avoir la chance de reprogrammer nos musiques à Lyon. J'ai une question, François Mardy-Rossian, vous nous avez parlé de ces musiques du désastre, de cet âge anthropocène et de superspective et de ces perspectives minimalistes qui vous ont inspiré. Est-ce que aujourd'hui, l'époque dans laquelle on est amené à vivre et cette prise de conscience écologique vous amène à avoir de nouvelles perspectives musicales, de nouvelles super perspectives et quelles seraient-elles et quelles sont vos sources d'inspiration du moment ? Quand j'étais étudiant au Conservatoire de Bruxelles, on avait des cours d'histoire de la musique et on avait souvent c'était sous forme de questionnaires assez marrants avec des questions assez péremptoires et avec des citations. Par exemple, on avait eu une sorte de dissertation à faire sur la fameuse phrase d'Adorno, c'est « on ne peut pas composer après Auschwitz ». Bon, la preuve qu'il avait tort parce qu'on a quand même pas mal composé après Auschwitz. Je ne sais pas si c'est bien, c'est pas bien, c'est pas là la question, mais la question de savoir, je me suis posé, est-ce que dans cette terre, est-ce que ça a de l'intérêt de faire de la musique ? Est-ce que ça a encore de l'intérêt de composer pour grand orchestre et d'aller faire ça, jouer dans le monde entier, à coups d'avion, à coups de... Je sais pas à moi de dire, enfin je ne crois pas, parce que moi je ne suis qu'un interprète en fait. Je suis là pour transcrire ce qui a été écrit il y a 300, 400 ans, 500 ans, ou il y a 10 ans ou 2 ans, et j'essaie de le faire au mieux, et je ne suis pas certain que la musique supporte des idéologies, si je peux y mettre un mot un peu moche quand même pour englober plein de choses. Après, dans ma conférence, je parle d'un compositeur américain qui s'appelle John Luther Adams, qui a composé une pièce extraordinaire qui s'appelle Become Océan, qui reprend un poème de John Cage qui parle d'un autre compositeur qui est devenu un océan, et cette pièce est juste transcendante. Et c'est une pièce vraiment, c'est une pièce anthropocène en fait, parce que c'est vraiment une pièce manifeste où il s'insurge de cette époque, de tous ces choix débiles du président américain de l'époque, parce que c'était en 2015. C'était Trump ou Barack Obama? C'était encore Obama à l'époque. Ouais, mais il n'a pas fait que du bien, Obama, faut le dire. Voilà, dénonçons. Et après il est assez conscient de se dire que c'est pas en faisant une pièce comme ça et c'est pas pour un public bourgeois qui vient dans une grande salle de concert que ça va changer la donne en fait. Je pense pas. Mais j'en reviens à ce que je disais au tout début avec la première Gymnopédie de Satie, c'est une forme de consolation. Et c'est un super pour la prochaine pièce transition. Justement, la prochaine pièce qui est Consolation, opus 419 d'Alan Ovanes, qu'on écoute tout de suite.
Alors, on vient d'écouter Consolation, opus 419 d'Alano Ovanes, un choix de François Mardy-Rossian dans le café musical de Radio Anthropocène. Alors, François Mardy-Rossian, pourquoi ce choix-là ? Celui-là, c'est vraiment un bon choix, parce que c'est un compositeur que j'aime énormément. Alano Ovanes, il est né en 1911 et mort en l'an 2000. C'est un Américain aux origines écossaises et arméniennes, et qui lui aussi a fait le choix pendant ce XXe siècle, aux musiques complètement parfois absconses et dissonantes, d'aller puiser son inspiration ailleurs. Et donc il est allé en Inde, il est allé dans l'Inde du Sud particulièrement, et il a travaillé avec des maîtres musiciens de là-bas, et il est revenu et il a composé une musique très, très extatique. Là, donc, et j'avais envie évidemment de prendre cette pièce parce que ça s'appelle Consolation, et que je trouve qu'on a besoin d'être consolé en ce moment. Et c'était un compositeur qui était un amoureux des grands espaces. Il a composé, vous avez dit le numéro d'opus, 419. C'est un des compositeurs les plus prolifiques, plus prolixes, les deux. Sûrement, ouais. Il a beaucoup composé en tout cas de l'histoire du XXe siècle. Et il a par exemple composé 62 symphonies, et je pense les 5 dixièmes de ces symphonies, ce sont des hommages à des montagnes, à des grands paysages, à des lacs. Il est allé travailler dans sa jeunesse avec Jean Sibelius, le grand compositeur finlandais, et là-bas aussi il a eu une sorte de fascination de ce grand espace nordique. Sauf que Alano Ovanes, il était né encore une fois au mauvais siècle, c'est-à-dire que sa musique en do majeur, consonante, etc., elle était très méprisée, notamment par des gens comme Bernstein, comme Copland, qui se foutaient de sa gueule en fait, parce qu'ils considéraient qu'on ne pouvait pas composer des mélodies et des harmonies agréables en plein XXe siècle. Et en France, il est très peu connu. Aux États-Unis, il reste encore un peu assez joué. Et j'étais content d'en faire l'objet de mon deuxième ou troisième disque, je crois. Et j'ai été en contact pendant pas mal d'années avec sa veuve, qui s'appelait Inako, parce qu'il avait une fascination pour les japonaises aussi. Il s'est marié 9 fois avec des japonaises, en fait. C'était un type assez marrant. Donc il y avait la bougeotte. Oui, et il raconte dans une vidéo j'ai toujours voulu me marier avec une japonaise, et je l'ai fait. Et bref, j'étais en contact avec sa dernière japonaise, Inako, qui m'a envoyé tout plein de manuscrits originaux et assez rares d'Alan, parce qu'il écrivait tout le temps. Il n'y a pas une photo qui n'existe pas de ce compositeur où il n'est pas en train d'écrire comme ça sur un bar, sur un piano, sur une table. Et elle m'a envoyé, elle les a vendus, hein, elle m'a vendu ça hyper cher, elle n'a pas été cool. Mais au moins j'avais vraiment des partitions très rares, et je suis content il y a eu maintenant, de temps en temps, on m'appelle pour jouer au Ovanes en France, et je suis content de ça, parce que je suis content de défendre cette figure. Voilà. Alors ce soir, on vous retrouve dans la soirée La Foudre dans tous ses états. À quoi est-ce qu'on va pouvoir assister ? À des histoires de coups de foudre. Si je parle juste de mon cas, un coup de foudre musical et un coup de foudre amoureux. Et
Et je vais accompagner aussi d'autres intervenants, de poètes, météorologues, un spécialiste de la foudre aussi. Et j'ai choisi des musiques qui pouvaient à la fois accompagner leur texte, mais comme ils ne m'ont pas tous envoyé, j'ai dû faire un petit peu sans. Mais j'ai choisi que des pièces qui me plaisent, en fait, que des pièces que j'ai envie de jouer, qui sont aussi de l'ordre du coup de foudre. Je me suis fait plaisir en fait ce soir. Et je vais avoir un très beau piano, donc je suis assez content. Et au-delà de la soirée de ce soir, de la masterclass de demain, quelle est votre actualité? Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir prochainement? Je sais plus. Le 13 avril à Tours. C'était la question piège que je ne pensais pas être la question piège pour le coup. Non, le 13 avril à Tours. Après, ah ben non, mais je sais en fait. À Lyon, au Périscope, voilà. le 2 avril pour du Moondog. Et le 1er avril dans la Drôme. Dans un lieu qui s'appelle La Rivière, pour aussi un endroit où je vais jouer du Moondog, je crois. Et ben voilà, c'est encore plus près que Tours. Et Lyon, c'est mieux. Voilà, exactement, pour Tours, nos auditeurs. Donc on va devoir terminer cette émission avec vous, François Mardy-Rossian. Un grand merci. On va écouter, avant de se quitter, Une nuit avec Sioran de Sébastien Gandera. En quelques mots, pourquoi cette chanson ? Il l'a composé pour moi, j'étais trop content. Et en fait, c'est un soir où on discutait. C'est un compositeur qui est vivant, qui vit pas de la musique, qui est éducateur sportif, mais qui écrit des mélodies comme personne. Je suis rentré en contact avec lui, je lui ai dit que j'étais amoureux de sa musique, et on est rentré en amitié. Et un jour, on discutait un soir, c'était il y a 1 an, et je lui disais que j'adorais Sioran, et il m'a dit, mais moi aussi. Et il m'a écrit cette pièce qui unit ça, parce que lui, Sioran, le grand insomniaque, et lui aussi est insomniaque, donc moi je suis pas du tout insomniaque, j'ai besoin de dormir. Et donc il m'a écrit cette pièce qui peut aider à dormir parfois. Eh bien merci beaucoup, donc comme je disais, on vous retrouve ce soir pour la soirée La Foudre dans tous ses états, et demain pour votre masterclass, les musiques du désastre. Donc rendez-vous sur le site école-anthropocène.fr pour vous inscrire, et juste après on continue avec une conversation intitulée Panne de courant, une transition énergétique en crise. Mais tout de suite on écoute Une nuit avec Sioran de Sébastien Gandera.